d'avoir un temps de parole chacun de 10 minutes. Monsieur Boniface, vous avez la parole. Très bien. Merci pour toutes vos questions et toutes ces réflexions. Par rapport à la première question, est-ce que les traités de l'Union européenne sont suffisants pour répondre aux nouveaux défis ? On a deux défis par rapport à l'Union européenne. C'est les perspectives d'un élargissement qui pourrait nous mener à 34, 35 États. C'est déjà difficile à gérer à 27, avec une perspective, ne nous le cachons pas, d'un vote à la majorité qui est populaire dans les opinions publiques, mais qui serait une défaite pour la France, puisque ça serait donner les clés de la construction européenne à l'Allemagne. Et donc, il faut se méfier de ces propositions. Et en fait, du coup, je réponds à une autre question aussi qui a été posée plus tard. Quel avenir pour l'Union européenne ? Le seul avenir, c'est vraiment une Europe à géométrie variable, à cercles concentriques, à plusieurs cercles, parce que nous avons plusieurs noyaux, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous avons des structures différentes, pas les mêmes états économiques, pas les mêmes perceptions stratégiques. Donc, penser que l'on va agir communément à 34, alors qu'on a déjà du mal, même si on y parvient parfois, à se mettre d'accord à 27, est une illusion. Et je pense qu'il faut travailler de nouveau à ces cercles concentriques, à ces noyaux différents dans lesquels on peut plus facilement faire des choses. Une Russie sans Poutine. Poutine a échoué, je pense qu'il a perdu cette guerre, même s'il garde une enclave territoriale en Ukraine, la Russie sortira moins puissante, moins forte qu'elle n'est rentrée dans cette guerre. Et quelque part, lui qui, et avec succès, avec brutalité et répression pendant 20 ans, a grandi le statut de la Russie sur la scène mondiale, a redonné une fierté aux Russes d'être Russes, a perdu. Il a, en grande partie, dilapidé ces 20 ans de travail constant avec des méthodes qui sont les siennes. Mais il est certain que la question qu'il posait régulièrement, où en était la Russie quand j'ai pris le pouvoir, où en est-elle maintenant, on pouvait répondre, elle est en meilleure situation, ce n'est plus le cas. Mais pour autant, on peut très bien se maintenir au pouvoir dans un pays qui va de plus en plus mal. Dans un pays où il y a 1 million, 1,5 million de Russes qui sont partis. Ceux qui sont partis, c'était la fine fleur. C'était les gens éduqués, les gens qui pouvaient moderniser le pays, les gens qui travaillaient sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle. Tous ces gens-là vont manquer durablement. Et je pense que cette fuite des cerveaux pèse encore plus sur l'avenir de la Russie que les sanctions qui ont été prises, qui pèsent également, mais peut-être moins que cela. Mais on peut rester, regardez Bachar el-Assad, il a ruiné son pays, il est toujours au pouvoir. Et Poutine, par la répression, peut se maintenir au pouvoir, même dans un pays affaibli. Est-ce que la Russie est un État terroriste ? Alors, est-ce que lorsqu'on bombarde des populations civiles, on est terroriste ? Mais dans ce cas-là, de nombreux pays ont bombardé des populations civiles. Je pense que les crimes de guerre sont documentés. La Russie a commis des crimes de guerre qui sont largement documentés en Ukraine. Oui, on peut dire que la Russie veut terroriser la population ukrainienne, faute de pouvoir conquérir l'État ukrainien. Mais la qualification d'État terroriste, je pense que le fait qu'il y ait des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, est un qualificatif suffisamment pénalisant au niveau international pour la Russie, qui d'ailleurs empêche Poutine d'aller dans certains pays, que de se battre sur une qualification d'État terroriste. Sur la Turquie, on peut se poser la question, parce que vous avez, madame, rappelé les bonnes relations que nous avions avec la Turquie, historiquement, et même dans une période récente. Qui a perdu la Turquie ? Est-ce que la Turquie s'est perdue, ou est-ce que c'est nous qui l'avons perdue en lui claquant trop brutalement la porte au nez de façon peut-être un peu cavalière ? Mais il est certain que les perspectives d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, dont j'ai été partisan il y a 15 ans, ne me paraissent plus possibles aujourd'hui du fait de l'attitude de M. Erdogan, des restrictions aux libertés. Moi, mes amis et collègues turcs me disaient il y a 10-15 ans, on n'a pas voté Erdogan, force est de constater qu'il a fait de la Turquie un pays plus respecté dans le monde. Maintenant, ils ont fui la Turquie, ils sont réfugiés en France où ils craignent, et donc ça a changé. Et donc, effectivement, on a un problème. Erdogan joue sur tous les tableaux. Il est devenu incontournable. C'est l'un des bénéficiaires de la guerre en Ukraine parce que le statut relatif de la Turquie a augmenté. Et donc, il joue sa carte en étant à la fois du côté des Russes quand ça l'arrange, du côté des États-Unis quand ça l'arrange, de l'autre côté quand ça l'arrange. Et il joue sur l'ensemble des tableaux. Il a renforcé sa donne. Mais la situation du pays n'est pas très bonne, c'est moins que l'on puisse dire. Et est-ce que l'opposition, si elle était venue au pouvoir de peu, et ça a échoué dans des conditions quand même un peu contestables de débat démocratique, mais si l'opposition venait au pouvoir, elle serait moins confrontative avec nous, mais elle défendrait les intérêts nationaux de la Turquie et il y aurait des points de désaccord encore avec nous.
Sur le changement climatique, c'est effectivement l'une des menaces les plus à la sécurité, les plus fortes. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine nous détourne un peu de ce combat, notamment parce que les sommes qui sont consacrées à défendre l'Ukraine et à nous défendre contre cet environnement ne sont pas consacrées à la lutte contre le changement climatique. Et dans le propos, j'avais parlé de la division Ouest versus le reste. Les pays du reste nous reprochent beaucoup en disant tout l'argent que vous envoyez en Ukraine, dont une partie est considérée comme de l'aide publique au développement, ne va pas à nous et vous nous demandez à faire une transition énergétique alors qu'on n'a pas les moyens de le faire et que vous détournez, disent-ils, ou attribuez à d'autres ces moyens et que donc c'est à la fois un enjeu toujours majeur, mais qui est de long terme, l'urgence est ailleurs et c'est vrai que la décarbonation de l'économie internationale n'est pas encore suffisamment en route. Sur le pacte de Quincy, ce que j'ai voulu dire, monsieur le député, c'est que ce n'est pas une coupure entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, il n'y a pas une rupture. Les Saoudiens veulent toujours avoir des relations avec les États-Unis, mais voilà, ils ont d'autres options. C'était une sorte, je dirais, de mariage catholique, si j'ose dire, avec les États-Unis auparavant. Là, ils peuvent avoir des options tout à fait différentes. Sur Pologne et Ukraine, moi je suis depuis longtemps, je dis qu'il faut se méfier de la musique qu'on entend très souvent disant que la Pologne a été la plus clairvoyante sur la Russie, qu'ils ont eu raison. Ce gouvernement est quand même problématique et il le prouve. Et les changements de... Enfin, si un président français ou un chancelier allemand avait eu sur M. Zelensky les propos que M. Duda a eus, que n'aurait-on dit? Et donc on voit que le gouvernement polonais n'a peut-être moins une politique à long terme que l'on ne pensait, mais qu'ils sont capables finalement de naviguer à vue en fonction de circonstances électorales. Et effectivement, en Afrique, c'est un changement d'époque. Vous avez parfaitement raison. Et là, je veux dire, on ne peut pas faire autre chose que de tout rebâtir, puisque une grande partie a échoué. Le renouveau militaire de la Russie, oui, bien sûr, ils vont pouvoir reconstruire, mais ils ont pris une grosse claque. Et je pense quand même si il faut rester prudent, qu'ils auront du mal, de serait-ce de leur affaiblissement économique. Du fait de la guerre et des sanctions et de la perte des compétences, il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui sont partis. Et donc, ils auront quand même du mal à reconstruire. Mais, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas un régime réellement démocratique en Russie, il faudra garder un œil attentif. Sur Ukraine-UE, moi je pense très honnêtement, madame, que ça serait une catastrophe si l'Ukraine rentrait dans l'Union européenne et qu'on a une réponse émotionnelle à un problème géopolitique. Que l'on défende l'Ukraine agressée, très bien, mais notre agriculture, qui est quand même une force essentielle de notre pays, pour notre souveraineté, pour notre rayonnement, pour notre alimentation, tout ce que là, notre agriculture ne survivrait pas à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et on a confondu la solidarité stratégique qu'on doit avoir avec un pays agressé par un autre, avec le fait de lui ouvrir les clés. Et ce que je crains, c'est qu'on dit bien sûr, attention, c'est très long, il y aura des garde-fous. Il y a quand même un petit problème de corruption dans ce pays. Et je crains qu'on soit pris dans une nasse et que maintenant qu'on a lancé le mouvement, il n'est pas certain que l'on puisse appuyer sur le bouton stop à plusieurs moments. Et je suis extrêmement inquiet. Et sur votre question du modèle européen, j'ai répondu sur les cercles concentriques. Était-il judicieux de soutenir la CEDEAO? On pouvait avoir une menace militaire, mais évidemment, je veux dire, toutes les interventions militaires depuis le début de ce siècle sont des échecs. Donc il faut réfléchir à cela. C'est partout des échecs, y compris la seule qui a été un succès, celle au Mali en 2013, qui s'est, en changeant de signe, en étant trop longue, avait un échec. Mais donc, est-ce que la CEDEAO est menacée? Oui, elle l'est, mais pas tout à fait. Et à votre question, madame, faut-il maintenir les sanctions contre le Niger? Moi, je ne suis pas adepte des sanctions. Je trouve que très souvent, elles sanctionnent ceux qui les prennent, que très souvent, on sanctionne la population et pas les gouvernements. Mais je ferai exception dans le cas du Niger, parce qu'il ne faut bien sûr pas faire d'intervention militaire, parce que même si on renversait le nouveau régime, qu'est-ce qu'on ferait après? Et ce n'est même pas sûr que l'intervention réussirait. Mais ensuite, comment contrôler le Niger avec des soldats étrangers? Ça ne marcherait jamais. Par contre, les sanctions, elles peuvent fonctionner du fait du caractère enclavé du Niger, de l'importance du Nigeria par rapport à l'économie. Et c'est peut-être la seule réponse que l'on peut avoir par rapport à ce coup d'État. Est-ce qu'il y a un recul démocratique? Pas tout à fait, puisque en fait, ce n'était pas des réelles démocraties, très honnêtement, encore plus au Gabon, qui était une kleptocratie. Voilà. Sur la question de M. Kervran, oui, effectivement, la situation n'est toujours pas contrôlée, mais je pense que annoncer comme on l'a fait qu'on allait faire la guerre contre le terrorisme au Sahel était une erreur.
parce que cette notion n'a pas réussi au Moyen-Orient, elle ne peut pas réussir en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, les gens disaient la France qui est une armée puissante, et ça répond, Madame Pic, à votre intervention, les gens disaient la France qui a une armée puissante dit qu'elle fait guerre contre les Russes, elle ne le gagne pas. Donc il y a un loup. Non, il n'y a pas de loup parce qu'on ne peut pas contrôler un territoire avec 5000 hommes aussi grands